intitulé Pouvoir assassin, printemps noir, quel bilan. Avec le printemps noir 2001, c'était une révolte qui est née en Kabylie, une révolte qui a eu raison de 128 jeunes, donc liquidés à bout portant par le pouvoir. D'où le slogan pouvoir assassin. Les foules manifestantes de l'époque scandaient pouvoir assassin. D'ailleurs, c'est le même slogan qui a été repris par Oulahou pour en faire une chanson. Pouvoir assassin. Donc, il a dit la parole et je profite de l'occasion. Yassine Adjilia qui est animateur principal du mouvement pour la libération de Douet Merzouk. Il a été convoqué par la police, par le commissariat central pour des raisons inconnues. Mais là, ils ont dit que ça se fait un thème certes, je préfère Yassine, pour expliquer un peu la situation, le cas. La parole est libre. Oui, effectivement, la semaine passée, la police a eu une convocation. Voilà, donc c'est la criminelle. Donc demain, à la commissariat central. Donc, de quoi il s'agit au juste? Juste que la dernière fois, lors de la marche des libertés qui a été organisée le 20 novembre à Passy Kiev, une marche qui a été sauvagement réprimée par les forces de l'ordre, on nous a interpellés. Moi-même, je suis resté il y a presque 6 heures au commissariat. Donc, on m'a demandé de revenir dimanche. L'avocat, il m'a déconseillé de revenir. Il est son convocation sur le Hara. Donc, c'est une convocation juste verbalement hier. Donc, le mercredi, j'ai une convocation. J'étais sur Alger, au jeudi. On m'a demandé de revenir le dimanche matin. Voilà. Donc, c'est la criminelle, je ne vois pas. J'ai tué personne, j'ai assassiné personne. Donc, je suis là dans la criminelle. Mais je pense que c'est en relation avec la marche vu que le comité pour la libération de Merzouk a été appelé une marche pacifique. Donc, je ne sais pas pourquoi on m'a contacté. En tout cas, est-ce qu'on tirera les choses au clair? Donc, nous réitérons notre soutien à notre ami camarade Yanis et nous nous portons solidaires avec lui, avec toutes les causes justes. Et j'espère que normalement, c'est eux qui doivent être jugés. Pourtant, ceux qui sont dans le pacifisme, normalement, ils ne font pas de mal. Donc, sincèrement, je ne vois pas pourquoi. C'est provocation. Mais il faut toujours rester vigilant et privilégier la voie pacifique dans la lutte. Donc, je passe la parole en attendant l'éditeur de cet ouvrage, donc Tariq Jaloud, il a un mot à dire sur le livre, sur l'édition. Avant ça, M. Khelfaoui pour au moins vous saluer. Donc, on souhaite la bienvenue à notre invité, Marius. Et qu'est-ce que vous voulez, c'est un sujet, c'est vrai, qui porte à équivoque, c'est un fait. C'est un sujet qu'on connaît tous. C'est un titre qui a tout le temps été prononcé par la jeunesse, et qui, y compris par la vieillesse, parce que c'est un fait
du moins vécu. Et qu'est-ce qu'on a à dire? On lui dit la Slamay, Marva Issei, et j'espère qu'on va passer quand même de bons moments ensemble. Mais avant de commencer, je préfère encore revenir sur ce qu'a dit Mouloud, inviter M. Djeroud pour nous parler du monsieur. Allez, je donne pas le père. الزلف الأول يعطيكم الصحة مثل ما قلت لك كي اسمي طارق جيرود جو سوي اوتور et responsable des éditions ثفاث باش محيود مرحب والسنة ويسين يورا ليفر تحويس ان ايديتور شويه النيميرو ريد قريب اسني سي السوريين il m'a envoyé son manuscrit et le manuscrit bon il y a plein de tâches et qui تزور انا وراش نسعر التيتر سامحني يا Alors, نعاود باش محيود والسيناوي ياسين ايش كاع يسوي لك التليفون يقول ايش كاع لو تكست ناس لو مانuscrit. Le manuscrit, pourquoi il est intéressant? Il est intéressant parce qu'il traite des événements récents. 2001 يظل كان طاس يراوني ديشفال يحضرني تكين les événements 2001. Et pourquoi le livre il est intéressant? Parce que c'est une étude objective. Étude objective, il y a les archives écrites, il y a aussi des témoins. En 2001, il y a la presse nationale, il y a des personnalités nationales, le pouvoir, l'opposition, il y a aussi la société civile, le mouvement citoyen. Le week-end marrant, directement, indirectement à travers les archives, il y a les informations, c'est pour ça, c'est pour cette raison, d'abord, l'événement est récent, et deuxièmement, c'est au cœur de la Kabylie, c'est notre histoire, c'est notre présent, c'est notre combat, c'est notre projet social qui est interrogé, qui est questionné. En 2001, les questions, les problèmes, les soucis, les interrogations de 2001, mais c'est ce qui mène ça. Les libertés, les droits, le rapport entre l'État et le citoyen, c'est tout ça qui est questionné dans ce livre. Je le trouve pertinent, intéressant, bien écrit, bien documenté, et il est devant vous. J'espère qu'il est en forme. Je vais aller de c'est un peu loin, mais j'espère qu'il est en forme. On va passer un bon moment ensemble. Arrêtez comme ça. Donc, merci Tarek. Sans plus tarder, on passe la parole à notre invité pour qu'il nous parle de son livre. Je pense que Tarek a tout dit, donc j'attends vos questions. Bien. D'abord, juste un petit mot à juste un petit mot sur les cafés littéraires de Khayman. Essayer de préserver ça parce que c'est l'un des derniers bastions de la démocratie, de la liberté d'expression. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de savoir partout c'est du gris. Il y a quand même des petits îlots de verdure, donc c'est un plaisir qu'il y ait encore des espaces parce que c'est vraiment les derniers espaces de liberté, d'expression, ils peuvent s'exprimer librement et tout ça, en dehors de la ronde, en dehors de Shab Sakout, en dehors de Shaïdia. Là, on va échanger des idées,
personne ne perd, personne ne gagne, sauf l'enrichissement intellectuel. Donc, je tenais vraiment à souligner ce point. C'est le Parlement des peuples, c'est ça. Bien. Chimie Vragin, d'abord on commence à Chimie Vragin, il va sur 2001. C'est parti de un constat, enfin deux constats on va dire. Le premier constat, c'est que, enfin, je l'ai entamé il y a un moment, on va dire 15 ans après 2001, les choses d'Yaqim, dans la mémoire des gens, surtout la génération qui est des jeunes, les choses d'Yaqim, car en 2001, زنزني ذا من وذني يجموزن بيني ذي من روحهم دونك يقيم bilan dans la tête de la génération qui est des jeunes des Zinkaret يقيم la trahison la كذي exactement dans les termes qui حواج le système مستعرق ادي هو البروبلème à la légitimité à la trahison non combien ça coûte premier constat deuxième constat j'ai constaté que les Moustaki il y a régulièrement des mouvements démocratiques des Zinkaret, donc leurs différents degrés d'implication différents. Wesh l'hiya, adiker, adiatos, et puis rien le reste. Si 2001 la guerre, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a comme trace écrite? Qu'est-ce qu'il y a comme bilan? Qu'est-ce qu'il y a comme étude? Est-ce qu'il y a des carrières, disons dans 30 ans, 40 ans à ce et va étudier le mouvement citoyen. Si ce n'est pas dans les archives de la presse, il n'y a rien, il n'y a aucune étude, il n'y a aucune documentation. Donc j'ai écrit ce livre, et je l'ai mis d'ailleurs dans l'introduction, espérant que ce soit une introduction, une invitation au débat. Parce que il y a beaucoup d'acteurs du mouvement citoyen à l'époque qui ont écrit des mémoires, qui ont couché des choses, mais qui ne les ont pas mises en... Espérons que ça va être un déclic pour qu'il y ait un débat. Voilà. Alors, dans l'écriture du livre, j'ai fait le parti pris de scinder le mouvement Agibdran en 2001. J'ai fait le pari en deux. C'est-à-dire le mouvement réel, ce que j'appelle le mouvement, la partie du mouvement réel, c'est-à-dire la révolte des jeunes, c'est-à-dire les marches, tout ça, l'implication populaire, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le mouvement citoyen lui-même, ce qui est devenu après le mouvement citoyen. Bon, le livre, je l'appelle mouvement de coordination. Donc, je dis oui, le mouvement en 2001, la révolte, l'insurrection citoyenne de 2001. Et je dis oui. À mon avis, ce n'est pas tombé dans un ciel serein. Il y a eu une accumulation de raisons, il y a eu une accumulation de facteurs historiques, politiques et culturels. Le plus important, c'était le match femme en 2001. On venait de sortir de deux rouleaux compresseurs. Le premier, c'était la crise économique, et puis le plan d'ajustement structurel, et puis le rééchelonnement, et puis les réformes douloureuses qui ont mis beaucoup de monde vraiment sur la paille. Donc ça a joué à un certain moment, surtout pour les jeunes, il n'y avait plus de débouchés, il n'y avait plus d'horizon, tout était bouclé. Deuxième rouleau compresseur, M. Lala, le terrorisme. Or, il se trouve qu'en 98-99, Midioussian, l'actuel chef de l'État, la philosophie dit oui, c'est qu'on est sorti à la fois de la crise économique et de la crise politique, c'est-à-dire le terrorisme, ça y est, on n'en veut plus. Ah, les Algériens, surtout les jeunes, c'est bon, il n'y a plus de crise économique, il n'y a plus de crise, il n'y a plus de terrorisme, très bien, donc on reprend les luttes démocratiques. C'est comme ça que les années 2000, 2001, il y a eu énormément de mouvements. Il y a eu, j'ai compté, dès l'année 2001, j'ai compté sur 48 wilayas, j'ai compté 40 wilayas qui avaient connu des mouvements d'émeutes, de révolte, de plus ou moins grande ampleur, de plus ou moins longue durée, enfin, mais 40 wilayas sur 48, c'est-à-dire que c'est une majorité absolue. Qu'est-ce qui explique ça? C'est que le terrorisme a imposé à la société algérienne des reculs démocratiques, des reculs dans les pratiques des libertés démocratiques. Puisqu'il n'a marre de faire le terrorisme, donc il est temps de récupérer ces terrains qu'on a perdus. La crise économique, le plan d'ajustement, les réformes économiques, le réchauffement et tout ça, a fait que beaucoup d'Algériens ont été injectés dans les circuits économiques officiels, surtout les jeunes. Quand vous avez un jeune, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de débouché, la chose des les années 90. Deux solutions. Il y a Imma Trabando, il y a Imma Harraga. D'ailleurs, ça reste toujours valable. Donc, 2001, c'était la culmination de tout ce bouillonnement culturel, de tout ce bouillonnement
insurrectionnel de tout ce bouillonnement citoyen. C'est ça pour dire le mouvement, ce qui s'est passé en 2001, il y a eu une continuité. C'est vrai que ça a pris de l'ampleur, plus de la Kabylie, un peu moins, un degré moindre, Stéphane Boumardes. Mais ailleurs, j'essaie d'analyser dans le livre les facteurs historiques, les facteurs culturels qui ont fait que la Kabylie était en quasi-insurrection politique vis-à-vis du système. Je mets les guillemets, en quasi-insurrection politique. Là, je donne les facteurs à guerre. Il y a d'abord, la Kabylie, c'est des montagnes. Donc, l'agriculture, ça nourrit pas, la Kabylie ne nourrit pas ses enfants. Il n'y a pas suffisamment de surface. Donc, très vite, la Kabylie est devenue une terre d'immigration. D'abord interne, à l'international. Eh bien, l'immigration à l'international, ça fait des échanges. Donc, les immigrés de l'ancienne guerre, ils ont été en contact avec la classe ouvrière de l'Europe, un peu partout, mais surtout des Français et de la Belgique. Donc, quand ils revenaient, ils ramenaient un peu de culture démocratique. Ils ramenaient un peu de culture de lutte et tout ça. C'est ce qui explique, par exemple, la Kabylie était en pointe, même des mouvements nationaux. Parce qu'ils ont appris, ils ont acquis les méthodes et tout ça. L'échange avec l'international, il a été continu et reste jusqu'à maintenant. C'est dit autant facteur culturel. Il y a aussi le facteur politique. Facteur politique, c'est le mouvement national. La Kabylie est restée à part des mouvements nationaux. Très bien, l'indépendance, très bien, elle a payé un tribut plus lourd, très très lourd par rapport à les autres régions de l'Algérie. Mais en échange, en revanche, elle s'est toujours posé la question, très bien, de l'indépendance, c'est Wachou. Qu'est-ce qu'on va faire de cette indépendance? L'Algérie aussi, elle est indépendante. Elle sera comment? Ben, la réponse, c'est que l'Algérie sera arabo-musulmane ou ne sera pas. Donc, c'était le... Ils ne sont pas tout à fait inclus dans le magma arabo-islamique. Vous connaissez tous la crise de 49, qui me le congrès de la Somme, qui me l'élimination d'Ambel, qui me en 63 l'insurrection du FFS, qui me le mouvement 80. Donc, de tout temps, la Kabylie était prédisposée, elle a pris ses écarts vis-à-vis du système. Dès qu'il y a un moment démocratique, il est en avance, il est à la pointe. Troisième facteur qui en fait que dès la Kabylie, ça a pris de l'ampleur plus qu'ailleurs, c'est que pendant la période du terrorisme, la Kabylie n'a pas connu le terrorisme de la même manière que les autres régions. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas connu le terrorisme, mais on n'a pas connu ce qu'on appelle par exemple les massacres collectifs. Il y a eu pas comme de villages qui ont été massacrés de la Kabylie. Pourquoi? Pour diverses raisons. D'abord parce que le fils n'a jamais pris sociologiquement de la Kabylie. Bon, il y avait des mais sociologiquement, les masses n'adhéraient pas au fils. Donc, mais vous n'avez pas les masses, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous n'avez pas des gens qui vous renseignent, vous n'avez pas des gens qui vous hébergent, qui vous prennent en charge. Vous n'avez pas grande chance de faire quoi que ce soit. Et puis, la Kabylie, pour les stratégies de terrorisme, si ça existe, le mot stratégie, je le mets entre guillemets, c'était une base de repli. Si il y a l'Algérois, si il y a l'Algérie, bon, la Kabylie, c'est une zone de transit et tout ça. Surtout avec les massifs qu'on a, forestiers, Fado, Sédali Goulab, Mizrana et tout ça. Dans les années 90, je me rappelle, la presse a révélé à plusieurs reprises, ça fait par exemple les hôpitaux de campagne. Parce qu'on a fait de la Kabylie une zone de repli. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu des massacres de masse, et ce qui fait que la Kabylie a gardé quand même cette tradition démocratique. Je me rappelle, chaque vendredi, on se faisait un point d'honneur de faire des marches de la Kabylie. Avec le reste des attentats, avec le reste des bombes et tout ça, mais on a pris un mal. Donc tous ces facteurs ont fait que l'Algérie et la Kabylie en particulier, c'était une poudrière. Il a suffi, il aurait fallu juste une étincelle, puis ça explose. L'étincelle est venue à la fois, c'est Douala, donc Goumizo. On ne va pas revenir dans le détail sur ce qui s'est passé. Douala, il y a eu une blessure mortelle au Chichini de la brigade, puis il y a eu l'attitude méprisante de la gendarmerie nationale d'abord, puis le ministre de l'Intérieur, puis il y a eu l'interpellation des jeunes de Goumizo. Donc il fallait juste une étincelle, puis ça a éclaté. Donc ça a éclaté, ça a pris des mois, des semaines et des semaines.
bilan a été lourd à plus de 128 morts et des blessés par milliers, dont certains handicapés à vie. Et donc ça a débouché sur une vraie crise politique. Crise politique accentuée par le fait que la classe politique et ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les associations et tout ça, qui sont censés absorber le choc, ont été surpris. Et on aurait dit qu'il y a un mouvement, personne ne l'attendait. Parce que tout ce beau monde-là, l'élite, entre guillemets, vivait dans un hors-sol. Il y a eu des élections, il y a eu des députés, des élus à la PWI, des élus à la PC, tout ça. Puis un beau jour, il n'y avait personne pour s'opposer, s'interposer. Les manifestants qui étaient vraiment décidés à en découdre avec le régime et les forces de l'ordre qui avaient décidé de mater la Kabylie dans le sang. Parce que quelque part, ils ont fait l'analyse au fait que tôt ou tard, les mouvements démocratiques allaient reprendre. Et qui est-ce qui avait plus de potentiel? Qui est-ce qui était placé en pole position pour prendre dans la tête de ce mouvement démocratique? C'était la Kabylie. Alors, comme de la question, est-ce que c'était un mouvement spontané? Est-ce que les événements c'était spontané ou bien provoqué? Honnêtement, je suis incapable de vous répondre. Un, je ne suis pas dans les arcades du pouvoir pour savoir est-ce que ça a été manipulé, tout ça. De deux, si on essaie de faire une analyse farouade de Kagir, il y a autant d'éléments qui plaident pour le fait que c'est des mouvements spontanés, autant d'arguments qui peuvent dire aussi que c'était des mouvements provoqués. Je pense que parmi les Ganagir a coupé la poire en deux en disant, d'ailleurs je le cite, en disant c'était une provocation, une provocation préventive. On va provoquer cela pour casser ce mouvement, pour casser les reins du mouvement démocratique d'une manière générale, et au clair, ça ne pourrait pas prendre. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Après 2001, c'est très difficile de parler de démocratie, y compris de la Kabylie. Très difficile. Je parle pour les partis politiques, pas les autres mouvements hors circuit officiel. Mais les partis classiques qu'on connaît, c'est difficile de descendre de ce chemin. 200 personnes dans une salle pour leur parler, à part la période des campagnes électorales. Bref, les événements nés, il y a eu une grosse polémique pour savoir c'est quoi le sens de ce mouvement. Est-ce que c'était un mouvement socio-démocratique ou bien c'est un mouvement identitaire? C'est-à-dire, en d'autres termes, les jeunes Kirin, est-ce que Kirin uniquement à Khmazir, langue nationale et officielle, ou bien Kirin parce qu'il y avait leurs conditions socio-économiques et tout ça? Là aussi, je suis arrivé à la conclusion que c'était un mouvement à la fois socio-économique, politique et identitaire. Comment? La base à faire les jeunes, c'était contre la Hogra. Contre la Hogra, c'est-à-dire, moi, qu'on a inventé des Zaïre pour dire que c'est un pays où ils cherchaient le pouvoir, ils méprisent où il y a la Snarzon et tout ça. Donc ça, c'est la base. Mais petit à petit, c'est greffé sur ça les revendications socio-économiques. Quel maître des jeunes qui n'ont rien, qui n'ont aucun avenir, auquel on a retiré tous les espaces d'expression, la rue, il va utiliser le seul espace d'expression qui est à leur portée, c'est-à-dire la rue. Mais en même temps, on est dans une région qui souffre de la crise identitaire, qui souffre... Donc tout ce qu'on fait, il y a une toile de fond à Kagui qui s'appelle la revendication identitaire. Donc ce mouvement, d'après moi, je peux peut-être me tromper, mais d'après moi, c'est à la fois politique, social, économique, mais en même temps identitaire. Très bien. Alors, qui est-ce qui voulait que ce soit strictement identitaire? Il y a d'abord le système, comme d'habitude, parce que c'est pour circonscrire le mouvement de la région et éviter la contagion. Mais il y a aussi ceux qui ont pris, avec le temps, ceux qui ont pris la tutelle de la Kabylie. Ceux qui sont issus, on va dire, du mouvement 80, c'est la suite de 80. Donc, alors que, si on regarde bien, fondamentalement parce que ceux de 80, entre guillemets, s'il y a des gens de 80 c'est parce qu'ils n'ont pas réussi. On ne va pas dire échoué, mais c'est parce qu'ils n'ont pas réussi. Parce que le mouvement de 80 n'a pas tenu toutes ses promesses qu'il y a eu au mouvement de 2001. Oui, par contre, c'est le djihad,
il y a d'autres qui disaient que c'est un mouvement socio-économique, que Tamazirs, dans un premier temps, n'avait rien à voir. Surtout que à l'époque, il y avait deux organisations. Le comité populaire et le comité qui allait intégrer le citoyen. Puis par là, oui, mais au début, c'était un mouvement, c'est le comité populaire, c'était les syndicats, c'était les partis politiques et tout ça. Il y a eu une bagarre sur ça. Je me rappelle, qui a été tranchée, je crois, en janvier 2002, je crois. Enfin, voilà, on en discutera après. Bien, donc tout ça, ceci pour dire le mouvement réel, ce qui s'est passé réellement, qui a réellement débouché sur une crise politique. Une crise politique dans le sens où les officiels étaient interdits pendant des mois d'accès à la cabine. C'est quand même pas rien. Les officiels, présidents des ministres et tout ça, ils étaient interdits d'accès à la cabine. Vous avez un corps de gendarmerie, un corps de sécurité qui est mis à l'écart, chemin à les casernes pendant des semaines et des semaines. Ça, c'est des éléments de crise politique. Vous avez la démission de quelques ministres et quelques sénateurs. C'est quand même pas rien. Donc, tous ces éléments-là ont constitué une crise politique. Les élections législatives de mai 2002, il n'y a pas eu d'élection. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'élection, même s'il y a eu des élus. Bon, c'est la spécialité algérienne, il n'y a pas d'élection, mais il y a des élus. Mais il n'y a pas eu d'élection réellement. Les élections communales d'octobre 2002, il n'y a pas eu des élections. Parce que, dans mon village, il y a eu 0 votant. On a eu un DEC. C'était le cas pour la plupart des... Tout ça, c'est les éléments d'une crise politique réelle. Qu'est-ce qui a fait donc cette crise aurait pu déboucher à ce que la Kabylie fasse complètement session. C'est bon. Qu'est-ce qui a fait? Heureusement, il y avait quand même des gens de bonne volonté qui ont fait que, parce que c'était un mouvement, une situation insurrectionnelle. Quand vous avez des gens qui tombent comme des mouches et qu'ailleurs ça leur fait ni chaud ni tiède, c'est quand même... Donc on a failli vraiment, on est passé pas très loin de... Donc ceci pour le mouvement réel. Et comme d'après le mouvement, ce qu'on a appelé par la suite mouvement citoyen, que j'appelle qui est un mouvement de coordination, l'insyndicat. Qu'est-ce le vide qu'a laissé les émeutes dans les manifestations? Ces émeutes ont fait effondrer toute la construction du système, des API, des APC, de l'APN, en tant que chef de l'État, ils étaient incapables d'en venir à bout. C'était le vide total. Il fallait s'organiser parce que la vie ne s'arrête pas. Il fallait s'organiser. Ça a commencé par les comités les coordinations des villages. C'est Jmouen Toudri. Il organise d'abord la solidarité, il organise la vie sociale, le minimum de vie sociale comme il peut. Petit à petit, ça a pris commencé les coordinations. Chaque d'ailleurs, par exemple, il coordonne les villages. Puis par la suite, c'est devenu une coordination à l'échelle de la Kabylie de tous ces comités, ces coordinations de villages. C'est devenu ce qu'on appelle la coordination citoyenne. Enfin, le mouvement citoyen, le mouvement de coordination. Ce mouvement de coordination, pour comprendre le bilan, le parcours je pense qu'il faut revenir à sa composante humaine, d'origine. Sa composante humaine, d'après moi, il se compose de 4 parts. C'est comme un gâteau, on est 4 parts. Il se compose, on va dire, une partie. Ça ne veut pas dire 25, 25, 25, mais un dosage. Il y a des militants politiques structurés, mais c'est des militants politiques. Par exemple, on a un mélange. Il y a eu des militants, dans une autre partie, c'était les anciens militants politiques qui ont arrêté à un certain moment et qui ont repris parce que c'est une expérience, il faut faire quelque chose. Il y a eu une troisième partie, une catégorie, c'était des gens qui n'ont jamais fait de politique. C'était la première occasion de faire leur baptême de feu, la première fois qu'ils se sont engagés. Et puis il y a la quatrième partie, c'était ce que j'appelle les chargés de mission. Vous comprenez tout ce que je vais regarder là, c'est pas la peine d'entrer dans le détail. Chargés de mission. Donc, tant qu'il y a le mouvement des Varra, puissants et tout ça, la dernière catégorie qui est les chargés de mission n'avaient pas leur grand mot à dire. Ils ne pouvaient pas drainer le mouvement avec les Sénégalais. C'était essentiellement les militants aguerris, les anciens militants de partis politiques qui guidaient le mouvement. Parce que ça a une capital d'expérience, parce que ça a une crédibilité qui leur permettait d'affronter la rue et que la rue se passe.
Petit à petit, quand commence à se la mobilisation, la quatrième partie, c'est leur spécialité. Vous regardez n'importe quelle organisation, c'est des gens, c'est la première fois qu'ils s'engagent. Ils ne dérangent pas. Mais c'est une bougie, les font des sbabs. Donc, est-ce que commence le mouvement, commence à mener le mouvement, c'est décidé. Donc, à mon avis, pour comprendre la trajectoire et analyser le bilan du mouvement citoyen, donc il y a la composante humaine, et puis il y a un certain nombre d'erreurs, entre guillemets, qui ont été commises dès le départ. La première erreur dès le départ, c'est de dire la plateforme Al-Aqsar, c'est non négociable. Mais c'est non négociable, ça veut dire quoi? Ça veut dire se demander de le système. C'est très bien. Mais maintenant, se demander de le système, sur l'axe marché d'Alger, pour remettre l'accord de la plateforme et le président de la République. Ça n'a pas de sens. Quand on dit c'est non négociable, ça veut dire c'est une plateforme, quand on a lié à tête reposée, c'est une plateforme qui organise le démantèlement du système. Et on échange. Le système va se démonter. Mais qu'est-ce que tu prépares en échange? Est-ce qu'il y a des contre-mesures? Est-ce qu'il y a des... Prenons l'exemple, l'FRN 54-62, quand il a proposé le démantèlement du système colonial. C'était ça la plateforme politique. Mais en même temps, il a commencé à mettre les rudiments des institutions. Il avait par exemple le régime d'état civil. L'FRN a tenu un régime d'état civil. Par exemple, les litiges, il les traitait, les commissaires politiques qui traitaient les litiges des ouvriers. Donc il y avait quand même, mouvement citoyen, il y a un départ du système, puis c'est bon. Donc quand on lit la plateforme simaniste, je pense 15 ans après, 17 ans après, on peut se dire des choses là. La plateforme, il y a des revendications de l'ordre socio-économique, telles que 50% du SMIC pour les jeunes, un plan de relance pour la Kabylie. Il y a des revendications d'ordre politique lourd, mettre toutes les instances exécutives sous la coupe des instances élues. Et il y a des mesures transitoires, il y a des revendications transitoires, comme le départ des renforts de CNS et tout ça, comme la levée, comme une deuxième session du bac. Quand vous faites cohabiter ces d'ordre complètement différent, et ben ça, donc la plateforme c'est devenu, la militante la plateforme Al-Aqsar c'est devenu le refuge de la radicalité. C'est comme une auberge espagnole. Où qui cherche la politique, il y a des revendications politiques qui les met à l'avant, où qui cherche les revendications socio-économiques et tout ça, il y a des revendications, pour ces revendications, il n'y a pas une, comment dire, une homogénéité idéologique et politique dans la plateforme. Et puis quand vous dites départ des brigades de la gendarmerie, uniquement de la Kabylie, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que ça signifie? Départ de toutes les brigades de gendarmerie de la Kabylie, qu'est-ce que ça signifie? Bien, donc le deuxième point qui explique un peu le bilan qu'ils ont eu. Le troisième point, c'est que le mouvement citoyen de 2001, c'était un mouvement idéologique, apolitique, idéologique. Il n'avait pas une idéologie bien précise. Il n'était pas adossé à une idéologie bien précise. Donc, quelque part, l'objectif, c'est faire appliquer la plateforme Al-Aqsar et puis c'est tout. Puis après, autre chose aussi qu'on peut reprocher à ce mouvement, dès le départ, le mouvement citoyen, il doit se faire élire par sa base. Conséquence, on a exclu les femmes, parce qu'on sait tous comment ça se passe. Une femme ne peut pas être présente à de l'Assemblée générale, et on a exclu pratiquement les élites, entre guillemets, les élites saines. Parce que, par exemple, le médecin, à l'Assemblée générale, ça s'est passé chez nous, dès que vous prenez la parole, ça s'est passé par là. J'étais enseignant. Dès que je prenais la parole, je disais, donc en fait, on a exclu un peu les élites saines
et on a exclu les femmes. Et quand vous commencez par l'exclusion, vous ne savez pas où ça vous mène. Je me rappelle en 2002, les premiers disent il faut dialoguer. Quand vous instaurez le virus de l'exclusion, le virus, ça ne peut pas aller très loin. La culture démocratique, dès que vous commencez l'exclusion, dès que vous commencez la culture démocratique s'en va sur la pointe des pieds. Bien, donc il a essayé de faire ce qu'il a pu, jusqu'au jour où nous commençons la mobilisation a décliné des années après, précisément en 2004. Bien sûr, les gens ne peuvent pas se mobiliser 24 heures sur 24. Et donc la catégorie des chargés de mission ont pris le mouvement en main. Et il y a eu ce qu'il y a eu après, ce que vous savez, il y a eu la cassure, au Micharas, entre les gens dialoguistes et non dialoguistes. Là, c'est parti à la limite en queue de poisson. Qu'est-ce qui est resté là? Qu'est-ce qui est resté après, comme bilan des mouvements citoyens? Qu'est-ce qui reste? Il reste qu'il y a eu un sentiment, un grand gâchis. C'est la première fois qu'il y a un mouvement démocratique et ils sont des martyrs, ils sont des martyrs spécialement pour ça. C'est parti comme ça. Deuxième chose, c'est la première fois où des partis politiques qui sont censés, les partis politiques, des associations, des syndicats et tout ça, qui sont censés être à la pointe des revendications sociales, des revendications politiques et tout ça, c'est la première fois qu'ils ont joué un rôle essentiel pour casser un mouvement qui les a dépassés, qui les a submergés. Et inévitablement, la non-réussite du mouvement citoyen a ouvert grandes les portes à l'aventure, peut-être moins fort, mais à l'expérience autonomiste. Si le mouvement citoyen avait réussi dans ses revendications, peut-être qu'on aurait freiné un peu les tendances autonomistes. Attention, je ne suis pas en train de prendre position. Hein. Je suis ni pour ni contre l'autonomie. Pour le moment, c'est pas l'objet, c'est pas le débat, c'est pas l'objet de ma réflexion, la livre et tout ça. Mais le fait est que ce mouvement n'a pas abouti à donner le vent en poupe à ces mouvements qui se revendiquent l'autonomie, la détermination, et puis tout ça. C'est comme ça. Voilà, monsieur Mahioud.